Bienvenue sur le Big Podcast, qui part à la rencontre des grands acteurs du e-commerce en France. Des agences, des solutions technologiques et des e-commerçants vous partagent leurs retours d'expérience et leurs conseils pour optimiser votre e-commerce. L'idée est simple, on se rassemble pour un petit déjeuner convivial et on en profite pour apporter des réponses aux challenges actuels des grandes entreprises. Je suis Adam Birnbaum de BigCommerce, la plateforme de e-commerce qui accompagne des milliers d'entreprises dans leur développement et leur croissance. Excellente écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le nouvel épisode du Big Podcast qui est cette fois-ci dédié à l'omnicommerce. Donc aujourd'hui, on a un panel de choix avec Emmanuelle Evette, qui est directrice conseil chez Velvet Consulting. Nous avons également Vincent Coutin, qui est partner manager tech chez BigCommerce, et Jérémy Herzovic, qui est le fondateur de SoClose. Je vous laisse vous présenter peut-être dans un premier temps. Emmanuelle, tu veux commencer ? Avec plaisir, bonjour à tous. Donc, je suis Emmanuelle Evette, directrice e-commerce chez Velvet. Et en quelques mots, chez Velvet, on accompagne les entreprises dans leur transformation digitale de bout en bout, donc c'est-à-dire de la phase de stratégie jusqu'à l'exécution. Et on fait ça grâce à de super équipes data, business, technologiques et créatives qui accompagnent nos clients sur ces superbes projets. Tu veux prendre la suite, Jérémy ? Oui. Donc bonjour, Jérémy Herzovic, j'ai fondé SoClose il y a une dizaine d'années. SoClose, c'est un éditeur de logiciels spécialisé dans la mise en place de tous les dispositifs omnicanaux. C'est à peu près 150 enseignes qui sont déployées sur à peu près 18 pays. Et voilà. Merci. Et Vincent ? Bonjour à tous, merci SoClose de nous recevoir ici dans leurs locaux pour ce nouvel épisode de Big Podcast. Donc Vincent Coutin, moi je suis, pour ne pas utiliser un anglicisme, responsable de tous les partenariats technologiques pour BigCommerce sur le marché français. Et BigCommerce, voilà, en un mot, c'est la plateforme e-commerce sur laquelle vous venez construire votre boutique en ligne. Merci à tous d'être là. Donc le sujet du jour, c'est l'omnicommerce. L'idée, c'est que on a une situation économique qui se tend de plus en plus et des retailers qui cherchent à accélérer leur transformation digitale pour toujours répondre au mieux aux attentes de leurs clients. Et dans ce contexte-là, au final, on a cette proximité avec le client qui est de plus en plus importante pour les retailers. Et c'est pourquoi l'omnicommerce, au final, est un vrai sujet. Parce que l'omnicommerce, on va le définir bien plus après, on va rentrer beaucoup plus dans les détails, mais c'est le fait de proposer une expérience qui est fluide et cohérente sur l'ensemble des canaux de vente d'une marque. Et ça joue en grande partie sur cette proximité, justement, qui va permettre de lier cette relation qui est si importante avec le client sur le long terme. Mais cette intégration transparente des différents canaux de vente pour les marques, ça pose tout un tas de défis qu'on va voir juste après. Mais c'est des défis en matière bien sûr de l'expérience client, des défis qui sont des défis technologiques, des défis structurels, d'organisation, des défis de stock, de logistique, etc. Et pour essayer de donner justement les fameux 10 conseils sur lesquels on a réfléchi tous ensemble pour mener à bien un projet omnicommerce, on a essayé en fait d'essayer de suivre la vie d'un projet omnicommerce, tout ce qui est avant et de la préparation de ce projet-là, tout ce qui est du lancement et du run de ce projet-là, et tout ce qui est de l'après et du suivi de ce projet omnicommerce. Donc pour se lancer un peu là-dedans, on va commencer dans un premier temps par essayer, c'est là le premier conseil, de bien identifier et définir les besoins qu'on a en matière d'omnicommerce et d'omnicanal. Et pour commencer, peut-être que je peux me tourner vers Jérémy. Si tu veux essayer de nous définir comment est-ce qu'on peut identifier au mieux ces besoins-là, et peut-être aussi de définir la différence et les nuances entre omnicommerce et omnicanal. Alors, on m'a dit, lâche-toi, fonce. Donc je vais me lâcher. Alors, ce que je propose, c'est déjà de retirer toutes les notions de terminologie, omnicommerce, omnicanal, multicanal à l'époque, repos. En fait, moi, je suis passé par toutes ces phases-là parce que j'ai commencé il y a 13 ans. Et en fait, le besoin en dessous est exactement le même. Donc, le premier sujet, c'est qu'en fait, l'e-commerce
a changé quelque chose dans la tête du consommateur, puisque depuis qu'il a acheté sur l'e-commerce, il s'est fait un confort d'achat. Il s'est habitué à acheter en ligne, se faire livrer chez lui. Et donc, il ne s'attend plus à consommer de la même manière en magasin. Quelqu'un n'accepte plus aujourd'hui de se déplacer pour rien dans un magasin physique en ne trouvant pas son article. Et ça a été le début de l'ère de l'omnicanal qui se définit de deux manières différentes. D'abord, ça a été poussé par les clients finaux, par les consommateurs finaux qui disent « Moi, j'ai besoin que mon expérience en magasin soit digitale. Je veux réserver mon article, je veux venir le chercher. Quand je suis dans un magasin, si l'article n'est pas là, je veux qu'on me le commande. » Donc, c'est ça la définition de l'omnicanal du côté consommateur. Ce sont les ponts qui peuvent exister entre les différents canaux de vente et canaux de stock. Du côté enseigne, donc le consommateur s'y retrouve parce que son expérience est bien meilleure. Et du côté enseigne, ça a un avantage énorme, c'est que ça permet de casser le silotage entre les stocks qui existent, un stock dans un magasin 1, un stock dans un magasin 2, un stock dans un entrepôt, et on l'unifie, ce qui fait que pour le niveau de stock global, on l'utilise beaucoup mieux. Et donc, on fait plus de ventes avec le même niveau de stock. Donc, c'est vraiment gagnant-gagnant. Voilà. Merci. Magnifique. Super. Et du coup, Emmanuel, comment est-ce qu'on va chercher à aller identifier précisément au milieu de tout ça notre besoin? Comment est-ce qu'on va essayer de le cadrer un peu et de le définir tout simplement? Moi, je voudrais juste revenir sur ce sujet de l'omnicommerce, omnicanalité. Je suis très en phase sur le fait que c'est un incontournable. Il n'y a même pas une question à se poser pour les différentes marques. La manière dont on va l'adresser va dépendre de la maturité, évidemment, de l'entreprise. Mais c'est un choix qu'il faut faire parce que finalement, pour la performance, être présent sur tous les canaux, les travailler en complémentarité, c'est augmenter la présence de la marque. Et ce qu'on sait aussi, c'est que ces acheteurs omnicanaux, ils sont extrêmement valorisés pour les marques puisqu'ils achètent entre 15 et 30 fois plus qu'un acheteur qui va être présent sur un seul canal, donc c'est très important d'y aller. C'est très important parce qu'effectivement, les attentes clients, elles sont là. Un client qui va pas trouver d'expérience omnicanal, qui va trouver une marque qui ne permet pas ce parcours fluide, et ben il va se reporter concrètement sur une autre marque. Donc c'est un client perdu. Et troisième point sur lequel je voudrais insister aussi, c'est les collaborateurs. C'est très important de penser à eux sur cette dimension omnicanal. Je pense aux services clients, je pense au personnel en boutique. Il y a rien de plus frustrant pour une personne en boutique, finalement, d'avoir un client qui est prêt à acheter, mais de pas savoir le renseigner parce qu'il a pas son historique client, de pas savoir lui dire si le produit est disponible en ligne, pouvoir lui dire mais ne pas pouvoir le commander. C'est plein de frustration pour finalement les collaborateurs. Donc c'est aussi penser à la fluidité de l'expérience collaborateur que de travailler en omnicanal, et pour moi c'est hyper important. Voilà, sur la partie cadrage, comment est-ce qu'on démarre ce type de projet? Moi, vraiment, le conseil le plus important, c'est partir du client, penser client, être totalement obsessionnel sur la donnée client, et c'est ça le point de départ. Et du coup, en termes de KPI, on va chercher à identifier des points clés dès cette étape-là? Alors, se fixer des KPI, pour moi, ce sera plutôt dans l'étape, je dirais, un petit peu suivante, de se dire quelle est la vision de la marque, où est-ce qu'on a envie d'aller et quels sont effectivement les KPI qu'on met derrière. Mais si je reviens juste sur la partie, effectivement, client, attente, etc., il faut regarder, voilà, tout ce qu'on peut récupérer, tout ce qu'on peut analyser en termes de data. Il faut aller un cran plus loin, il faut aller sur récupérer des verbatims, récupérer tous les avis clients, aller sur les réseaux sociaux. Tous ces signaux faibles, c'est des choses qui vont être extrêmement importantes dans la construction finalement du projet omnicanal de la marque. Vas-y, je t'en prie. Ajouter, avant que tu passes à la prochaine question, parce que je sens que tu vas embrayer, Non. je voudrais ajouter un point. En fait, par rapport à ça, c'est que pour être extrêmement pragmatique, l'omnicanal, c'est des fonctionnalités qui sont bien connues. Les enseignes les connaissent bien. Donc, on prend l'omnicanal, c'est du click and reserve, du click and collect, qu'il soit orchestré ou pas, du ship from store, de la tablette vendeur, donc ce qu'on appelle de l'in-store order. On les connaît. Il y en a 7-8, ces fonctionnalités-là. Chacune a un apport. Chacune apporte quelque chose à un client qui permet de combler un besoin qui n'existe pas à ce jour si la fonctionnalité n'existe pas et qui n'a pas de cannibalisation avec un autre. Donc, je vous donne un tout petit exemple pour l'illustrer. Un click and reserve, c'est fait pour un client qui ne veut pas acheter en ligne parce qu'il n'est pas sûr de l'article qu'il veut acheter. Ce qui est très différent d'un click and collect qui est un client qui était prêt à acheter mais qui veut pas payer les frais de livraison. Donc ça, c'est le premier point. Tout ça, c'est plutôt connu par les enseignes. Il y a un retour sur investissement qui est extrêmement clair sur chacune de ces fonctionnalités. Et quand on parle en fait à une enseigne, l'idée, c'est de comprendre où est-ce qu'ils en sont dans leur réflexion omnicanal et quelle fonctionnalité doit être déployée avant l'autre.
Et derrière, leur avancée, on a vraiment des fourchettes de retour sur investissement qui sont très claires. Je donne un exemple. Ce qu'on appelle l'in-store order, ce qu'on appelait historiquement la tablette vendeur dans un magasin physique, c'est entre 2 et 10% de chiffre d'affaires en plus. Ça va être plutôt 2 pour des enseignes qui sont très mass market et ça va être plutôt entre 5 à 10 pour des enseignes qui sont plus petites avec des plus petits magasins. Voilà. Donc et d'ailleurs, les enseignes maîtrisent plutôt bien d'ailleurs ces notions. Quand on leur en parle aujourd'hui, elles sont au courant. Donc là, au final, on a bien vu le côté identifier son besoin, on a vu le début du cadrage. Tu parlais, Emmanuel, là, d'aller essayer de vraiment comprendre et d'aller en profondeur dans les besoins des clients. Tu peux essayer de détailler peut-être un peu comment on peut s'y prendre. T'as lancé quelques pistes, mais... Effectivement, j'ai parlé beaucoup de data. Pour moi, c'est le cœur du sujet. Voilà, j'ai parlé de réseaux sociaux, de verbatim. Donc, le scrapping, c'est une tendance hyper forte en ce moment. Attention, par contre, effectivement, je rajoute quelque chose à ces premières infos, c'est qu'il faut absolument aller sur le terrain. Aller sur le terrain, rencontrer les clients, aller sur le terrain, rencontrer les collaborateurs, donc par exemple les personnels en boutique, etc. Parce que la data et puis finalement la vie de l'entreprise peut nous faire construire un peu des visions préconçues. On va se dire ça fonctionne comme ça parce que je lis comme ça dans les chiffres. Et le terrain peut bousculer finalement ces croyances ou alors apporter un éclairage qui va être hyper complémentaire. Je donne juste un petit exemple pour illustrer ça. On a travaillé dans l'univers du B2B pour un client qui vend à des magasins, qui vend des produits dans des magasins retail, sur le retail, pardon. Et vraiment, le brief du client, c'était de nous dire, ils sont tout le temps sur leur ordinateur, donc on va être desktop first, faut vraiment penser comme ça. Le sujet app, le sujet mobile, on l'évacue, c'est pas du tout un sujet, on regarde les chiffres, c'est que comme ça, etc. En réalité, on va sur le terrain, on interroge du coup le personnel en boutique, on interroge le manager de la boutique. Effectivement, en boutique, ils sont équipés que d'ordinateurs, donc ça fonctionne comme ça. Mais on se rend compte auprès du manager que lui, le moment où il a envie de faire les commandes, lui, le moment où il est disponible, c'est pas pendant la journée. Pendant la journée, c'est le feu. Il répond aux clients, il est sur le terrain, etc. C'est le soir, quand il rentre chez lui, quand il est voire même chez lui, que là, finalement, il a du temps disponible, il a du temps de cerveau disponible et c'est là qu'il aimerait bien faire ses commandes. Et à ce moment-là, il est pas sur son ordinateur, il est sur son smartphone. Donc finalement, ça a levé ce besoin pour un usage précis qui est plutôt la prise de commande, de pouvoir être présent sur à minima du responsive et au mieux peut-être un format app pour la marque. Donc très important d'aller creuser le terrain, d'aller faire des recherches sur le terrain pour compléter la vision data. Ça, c'est vraiment un facteur clé de succès. Très clair, merci beaucoup. Donc, on a en numéro 1, on a identifié notre besoin. Numéro 2, on cadre les ambitions de la marque. Numéro 3, là, on a au final compris les attentes des clients, mais aussi ceux des collaborateurs. Au final, pas juste l'axe client final. Et la prochaine étape, ça va être d'essayer de définir quelle organisation interne on va mettre en place pour aller chercher à piloter au mieux ce projet-là, c'est ça ? Oui, effectivement. Dans tout projet, finalement, l'organisation, c'est la clé de voûte du projet. Est-ce qu'il va fonctionner ou pas ? Nous, les quelques conseils qu'on essaye de s'appliquer au maximum, c'est déjà sur ce type de projet, on n'est pas sur des petits projets. Hein, on est vraiment sur de la transformation. Il y a des budgets qui vont être importants, un temps important qui va être passé. Il faut un sponsorship très puissant. Donc, un membre du CODIR, un membre du COMEX, pas juste sur le papier. Quelqu'un qui va quand même mouiller la chemise, qui va vraiment avoir un leadership fort sur le projet. Deuxième point, c'est d'avoir une personne dédiée, alors pas forcément full-time, mais une personne qui va avoir la casquette de chef de projet sur le sujet, qui va être capable de libérer un temps important pour aller piloter les différentes étapes. Et le dernier point, c'est de penser à tous les contributeurs. C'est pas parce qu'on est sur un projet digital qu'on va avoir effectivement que des collaborations digitales. Donc c'est important d'aller identifier les bons relais dans les bons services. Donc je pense au marketing, je pense au service e-commerce, je pense au service IT bien sûr, je pense aussi au terrain, au personnel en boutique, aux managers, etc. Donc de pouvoir identifier des personnes qui vont participer de bout en bout au projet. Et au-delà de les identifier, s'assurer qu'ils vont avoir le temps disponible, donc pouvoir quantifier ça, c'est peut-être 2 heures par semaine, 2 heures tous les 15 jours, mais pouvoir entrer ça pour s'assurer qu'on ne va pas se retrouver avec un engorgement et finalement un projet bloqué, parce que les personnes sont tout simplement pas disponibles. Je pense que c'est vraiment du quotidien qu'on vit malheureusement. Voilà, donc s'assurer de ça et s'assurer aussi, je pense que c'est important de l'interdépendance avec potentiellement d'autres projets de l'entreprise. Voilà, c'est important d'avoir en tête tout ce qui se passe, côté IT, côté projet, parce que il arrive malheureusement que sur des projets on soit bloqué parce qu'en fait on va dépendre d'un autre projet qui lui-même est en cours de retravail. Donc
pensez à tout ça dès la phase de cadrage, dès l'amont, dès l'organisation, avec un leadership et des soft skills qui vont être importants de déployer dans le cadre du projet. Cette équipe de lancement, ça va pas forcément être celle qui va suivre le projet une fois qu'il sera lancé. Oui, effectivement, je vois où tu veux en venir. C'est super de penser au projet. Parfois, malheureusement, ce qu'on constate, c'est que le projet, tout est super bordé, les équipes sont dispo, tout le monde est bien dans le sujet. Par contre, une fois que le projet est lancé, parfois, il y a un petit trou dans la raquette. On n'a pas forcément à penser à l'équipe d'après. En fait, une fois que le projet est fini, mais c'est là que ça démarre. C'est surtout pas là où on pose le crayon. Donc, il faut penser à comment est-ce que, une fois que le projet va être lancé, une fois qu'on a un nouvel outil qui existe dans l'entreprise, qui est-ce qui va être en charge de le maintenir et surtout de l'optimiser en permanence. Et ça passe peut-être dans d'autres équipes, mais c'est important d'y penser dès le début pour organiser ça, à la fois que le lancement se passe bien. Il y a toujours des points de feedback à remonter, d'optimisation, mais surtout parce que le projet, l'outil va vivre dans l'entreprise, va s'améliorer en permanence. Et ça ne se fait que s'il y a des personnes qui sont dédiées à ces améliorations continues. Jérémy, tu voulais ajouter ? Alors, je voudrais apporter un éclairage éditeur. Alors, si on prend le corollaire de ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure, c'est-à-dire, en fait, dans sa définition, l'omnicanal, c'est un pont entre l'e-commerce. Ce sont des ponts, en fait, entre des canaux. Donc, l'e-commerce et les magasins, dans un sens, dans un autre. Quand on lance un projet omnicanal, du coup, on est obligé de mettre toutes les parties prenantes qui ont un impact sur ce projet. Donc, vous êtes obligé de prendre le directeur du digital qui est devenu, en fait, qui historiquement était le directeur e-commerce, mais qui est très souvent devenu le directeur du digital. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il y a des commandes, il y a un impact sur l'expérience client sur le web, parce qu'il y a des commandes qui vont partir du web. Ensuite, on est obligé d'adresser l'IT, parce que ça reste quand même un projet IT, et d'ailleurs de plus en plus logistique. Donc, IT logistique, très souvent, c'est sous la même direction. Et on est obligé de mettre aussi en place, on est obligé d'intégrer aussi le réseau de magasins pour deux raisons. La première, c'est que souvent, ils vont faire des préparations. La deuxième, c'est qu'ils vont faire des commandes eux-mêmes. Donc, il y a toute la partie mode opératoire. Mais surtout, et je garde le meilleur pour la fin, c'est il y a toujours une question de schéma comptable. Et en fait, ces projets-là, on croit qu'ils sont compliqués. C'est toujours provocateur de dire ça, mais c'est vrai, c'est ce qu'on voit. En fait, ils sont pas compliqués à partir du moment où on a une méthodologie qui est extrêmement définie, qui met toutes les personnes autour de la table, on pose les bonnes questions, etc. Et il y a un sujet sur lequel se plantaient historiquement des enseignes, c'est à qui appartient le chiffre. Il y a une commande qui vient du web. Est-ce que le chiffre d'affaires appartient au web ou est-ce qu'il appartient au magasin ? Alors, je vais vous donner une réponse qui est extrêmement claire. C'est si vous ne l'affectez pas à un magasin, le vendeur ne mettra pas l'article de côté. Il ne préparera pas la commande. Et en fait, la performance de l'omnicanal, elle dépend à 90% de la performance du réseau. Donc, on est obligé de mettre l'IT, le digital, les magasins. Et après, alors, on a vu ces rôles au fur et à mesure des années bouger. Historiquement, c'était très le directeur du digital qui était le directeur omnicanal. Mais c'est devenu de plus en plus trusté par l'IT parce qu'en fait, c'est très lié à la logistique parce qu'aujourd'hui, on parle de plus en plus de l'omnicanal, on l'assimile de plus en plus à une gestion des stocks. Donc, c'est très souvent piloté derrière par l'IT et le directeur du digital. Voilà. Mais ça a été mouvant au fur et à mesure du temps. Et c'est ce qui explique que, en fait, l'omnicanal n'est pas forcément facile à appréhender, même si ça se passe de manière générale très bien dans les enseignes, une fois qu'il y a une organisation qui est définie, parce que finalement, c'est un sujet qui appartient un peu à plusieurs pôles. Voilà. Mais ça se passe bien, hein, de manière générale. Il y a plus les combats. Moi, j'ai connu une époque où il y avait des vrais combats entre l'e-commerce et les magasins à qui appartient le chiffre. Aujourd'hui, les anciens, elles ont compris. Faut pas lutter. Faut pas lutter avec les magasins parce que finalement, c'est eux qui ont le dernier mot. Et les directeurs digitaux sont plutôt très raisonnables. Et puis, il y a des manières, en fait, de les contenter aussi pour compenser ce genre de choses. Voilà. Et du coup, ça se passe plutôt bien. Il n'y a plus de problématiques aujourd'hui dans les enseignes, mais c'est toujours la même chose. Il y en a pas à partir du moment où on se pose ces questions et qu'on y apporte une réponse. Et le rôle de l'éditeur, il est fondamental là-dedans parce que nous, quand on a déployé 150 projets, on sait, donc on est quand même là, on a un devoir de conseil. Et parfois, c'est difficile, mais il faut savoir dire à un client, vous vous trompez. On vous le dit, vous faites ce que vous voulez, vous êtes le client, mais vous vous trompez. Voilà. Et je pense que c'est ce qu'ils attendent. Et de cette dimension conseil-là, je pense qu'on peut arriver justement sur le conseil d'après, le numéro 5 de notre liste, qui est celui d'accompagner le changement et cette conduite du changement chez les clients. Comment ça se passe, ça, en général ?
C'est quoi les enjeux plus particuliers et les écueils à éviter? Ouais, déjà d'intégrer cette dimension dès le début. Voilà, tout changement est une perturbation pour les collaborateurs, les clients. Donc de se dire dès le début que tout projet est une transformation et doit inclure une dimension de conduite du changement, c'est vraiment le premier point. Et par quoi ça passe? Ça peut passer par plein de leviers différents, mais je reviens sur le sponsorship. Voilà, cette personne qui va porter le projet, qui peut aussi, s'il y a quelques batailles de clochers qui peuvent quand même avoir lieu, être le phare qui va pouvoir guider le projet. On part d'une vision et on va la tenir de bout en bout. Ces contributeurs de tous les départements, alors ils sont essentiels parce que finalement, effectivement, le projet va toucher au métier de chacun, mais ils sont essentiels aussi dans la dimension de conduite du changement. Quand on a impliqué tout le monde dès les débuts, quand on a impliqué du personnel magasin, quand on a impliqué l'IT, la supply, voilà, au bout du projet, finalement, tout le monde saura que les besoins ont été pris en compte et on va pas se retrouver à la fin du projet avec des personnes qui n'adhèrent pas du tout parce qu'ils estiment que leur besoin n'est pas du tout répondu par la solution qui est mise en place et on se retrouve vraiment avec un projet qui échoue, donc très important. Et après, la dimension de communication autour du projet, d'avoir, on en reparlera à la fin, mais d'avoir des actions, ce que j'appelle des quick wins, des résultats assez rapides à démontrer, des KPI voilà, qu'on va fixer en début de projet, qu'on va pouvoir prouver à la fin par des chiffres. C'est super important de montrer que ça marche, pour tout le monde, de montrer que le chiffre de chacun augmente. Très, très important. Bon, alors, je m'inscris toujours. En fait, c'est vrai qu'on avait un peu discuté, etc. Et donc, en fait, les avis sont les mêmes. Mais en fait, comme on fait pas exactement la même activité, on le décline pas de la même manière. Et en fait, moi, je me reconnais très bien dans ce qui est dit là. Mais si je le décline de manière extrêmement pragmatique, pour nous, ça a été la genèse de l'omnicanal. Elle a été très liée, en fait, à la capacité à faire comprendre historiquement à des directions générales, mais à des directions retail, pourquoi il fallait faire de la préparation sur du stock magasin. C'était pas compris à l'époque. Mais pourquoi? Mais moi, ce stock-là, il est fait pour être vendu à des clients. Non, il faut que tu le mettes de côté parce que il y a quelqu'un qui va venir le récupérer et c'est un client web. Ça, c'était pas compris. Mais depuis 7 ans, mais tout le monde a compris. Il y a aucun problème aujourd'hui quand on en parle. Quand on passait beaucoup de temps, nous, à faire des explications à l'époque. Depuis 5 ans, c'est plus un problème aujourd'hui. Tout le monde le sait. Alors, tout le monde le sait, d'autant plus que, notamment les équipes de vente, parce que les équipes de vente, par exemple, elles sont dans une enseigne, je vais dire au hasard, allez, je vais citer des clients, évidemment, Naf. Peut-être que le vendeur qui était chez Naf, avant, il était chez Minelli, et peut-être qu'avant Minelli, il l'a vu chez Maison du Monde. Je vais citer que des clients, évidemment. Et donc, en fait, même les vendeurs, aujourd'hui, sont plutôt convaincus, mais c'est vrai il faut encore convaincre sur pourquoi on le fait, que c'est facile. Donc ça, c'est le rôle de l'éditeur de faire une interface où il n'y a pas besoin de lire un mode d'emploi, ce qui est toujours un challenge pour nous. Donc il faut leur expliquer pourquoi on le fait. Donc pourquoi on le fait, c'est parce que les consommateurs, ils ont cette problématique-là et donc et vos concurrents le font. C'est important, ça joue. Et le troisième sujet, c'est quel est l'intérêt pécunier. Et donc, on en revient à ça. Et donc, nous, on a résolu ça en disant, bon, alors, la conduite du changement aujourd'hui, ça se fait à 2 niveaux. La première, c'est plutôt au niveau de la finance où il faut les convaincre que ce qu'on est en train de faire, ça rentre dans le schéma comptable. On a vu des projets se planter sur le fait que le schéma comptable n'était pas respecté. Et le deuxième sujet, c'est accompagner le réseau. Et le réseau, c'est extrêmement facile. Faut leur montrer que c'est facile à utiliser et que derrière, ils vont gagner du cash, donc d'où l'affectation du chiffre d'affaires. Et donc, pour appuyer ce truc-là, nous on fait des phases des ateliers en début de projet où on définit, on fait accoucher la marque des choix et on les accompagne dedans, donc il y a un aspect quand même minimum conseil et on fait une formation et d'ailleurs elle est tellement importante la formation qu'on l'offre. On dit on en fait tant qu'il faut, mais il faut que votre réseau il soit convaincu qu'il faut bien traiter les commandes. Voilà. Donc finalement c'est toujours la même chose, on s'en est fait un monde historiquement. Mais avec l'expérience et quand c'est bien huilé, franchement, ça se passe très souvent très bien, quoi, dans 99% des cas. Voilà. Mais il faut faire ça. D'accord. Et question un peu bête en passant, mais le vendeur, au final, quand il est dans son magasin, qu'il a quelqu'un qui vient sur du click and collect, est-ce qu'il va trouver aussi un intérêt pour essayer de faire du cross-sell sur cette personne qui vient et lui pousser autre chose La question est horrible. La question est strictement horrible parce que le meilleur cas, c'était pas forcément click and collect, c'est même un cas assez pourri. Alors, vas-y, dis-nous. Alors, déjà, le vendeur aujourd'hui, il comprend assez facilement que un client
qui vient, d'abord, il n'y a plus client boutique et client web. Tout le monde a compris cette notion d'omnicanal. Le vendeur, il la comprend très bien. Le client qui est sur le web, il peut venir en magasin parce que le magasin est entre chez lui et donc ça, ils le comprennent très bien. Premier sujet. Deuxième sujet, comme le chiffre d'affaires leur a affecté, alors je vais donner un exemple, mais sur n'importe quel type de commande qui vient du web, de toute façon, c'est eux qui encaissent le cash. Donc, alors, on va être plus précis. Le chiffre d'affaires leur est attribué. Donc, de toute façon, ils sont très contents. Et on avait même eu une problématique à l'époque. Je me souviens, c'était dans une très belle enseigne de chaussures qui me disait, j'ai un problème avec mes vendeurs, c'est que mes vendeurs ils restent collés derrière le fameux desktop, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de mobilité encore chez eux, à attendre des commandes. Donc ça fonctionnait plutôt bien. Voilà. Donc aujourd'hui, il y a pas de problématique à ce niveau-là. Les vendeurs le comprennent plutôt bien et voilà, c'est plus une problématique, quoi. On peut basculer du coup sur notre conseil numéro 6, qui est celui de définir une roadmap omnicanal sur le long terme et pas juste, là encore, sur le lancement du projet. Tu veux commencer, Emmanuel ? Oui, alors je commencerai déjà par dire qu'on ne construit pas une roadmap pour avoir une roadmap. Donc on part du point de départ et je reviens à mon point initial, c'est le client. C'est quoi les attentes du client ? Une fois qu'on a bien ce préalable de connaître nos clients, on va aller drafter les parcours de demain. Les parcours de demain qui vont aider à répondre à leurs attentes et qui vont évidemment répondre aux attentes de la marque aussi en termes de KPI, où est-ce qu'on a envie d'aller en termes de vision. Et c'est de ces parcours qu'on va pouvoir extraire finalement par rapport à l'architecture IT existante, par rapport aux outils que vous avez, par rapport aux données que vous avez. Qu'est-ce que vous êtes capable déjà aujourd'hui de faire ? Peut-être pas mal de choses. Qu'est-ce que vous n'êtes pas capable de faire ? Et c'est là qu'on va aller construire ce qu'on appelle, nous, une vision d'architecture cible, qui est là où j'ai envie d'aller. Et de cette architecture cible, on va aller se dire, OK, par rapport au parcours, qu'est-ce que j'ai envie de faire le plus rapidement possible ? Parce que d'un point de vue business, c'est ça qui va me rapporter le plus. En croisant ça, bien sûr, quand même, à une notion de complexité technique. C'est plus ou moins complexe, plus ou moins coûteux de le mettre en place. Et c'est ça qui va nous permettre de construire une roadmap avec des projets à 6 mois, c'est super important, peut-être même moins, il y en a qui peuvent être plus rapides, et des projets jusqu'à 3 ans. C'est important de construire une vision sur du long terme. Côté éditeur, cette roadmap, elle vous impacte comment ? En fait, le sens de la roadmap... Alors, en fait, il y a 2 sujets. Il y a la roadmap avant de rentrer dans le projet omnicanal et il y a la roadmap après. La roadmap avant, ce qui est toujours pénible pour nous, c'est d'être inséré au bon moment. Et donc, pour déployer de l'omnicanal, il faut déjà que l'enseigne, elle soit à l'aise avec son e-commerce et son POS. Parce qu'en fait, le socle omnicanal vient s'appuyer par-dessus ça. Et si le socle en dessous, ils ne sont pas à l'aise avec, je dis pas qu'il est pas solide parce qu'il y a il y a beaucoup de solutions qui sont solides, mais parfois il peut y avoir une volonté de migration. Alors je suis sur Columbus, je veux passer sur Y2, je sais pas, moi je dis une bêtise, je suis sur PrestaShop, je veux passer sur BigCommerce, bien entendu. Donc nous en fait il faut qu'on s'insère à ce moment-là. Et c'est pas si facile que ça parce qu'en fait nos amies enseignes, elles ont pas des bandes passantes de dingue. Donc en fait dès qu'il y a un projet de ce type-là, il est plutôt prioritaire. Donc déjà, c'est s'insérer dans cette roadmap-là. Premier point. Deuxième point, une fois qu'on doit déployer l'omnicanal, l'ordre de déploiement des fonctionnalités, pour nous importe peu. Ce qui est important pour nous, et on essaie de le faire le plus possible en avant-vente, c'est d'écouter. Souvent, le client, il a un a priori. Il veut faire du ship from store. Il veut faire de la tablette vendeur. Il veut faire du click and reserve. Parfois, c'est pas qu'ils savent pas toujours pourquoi. Ils ont un a priori et nous, on doit essayer de valider avec eux que l'attente qu'ils ont de la fonctionnalité est la bonne. Parce que sinon, après, on pourrait nous, on veut pas être des charlatans, on veut surtout que le client en ait pour son argent et surtout pour ce qu'il attend. Donc, on challenge quand même l'approche du client. Et puis, parfois, ils ont déjà un bout de click and collect. Alors, du coup, ça sert à rien d'aller travailler là-dessus. C'est plutôt construire que de déconstruire. Parfois, ils ont déjà un bout d'omnicanal. Donc, soit on vient compléter, soit on essaie de faire une analyse en disant, OK, ce que vous avez aujourd'hui, ça ne performe pas. Et donc ça ne performe pas selon nous parce que ça, et on détermine une roadmap. Alors après la roadmap, comment elle est déterminée ? Très souvent, c'est la capacité de génération de cache des fonctionnalités. Je vous donne un petit exemple. D'accord. Alors on va dire des grands mots et des grands chiffres. Ship from store derrière une solution e-commerce, généralement c'est 25% de chiffre d'affaires en plus. D'accord ? Une tablette vendeur, généralement c'est ce que je disais tout à l'heure, entre 2 et 10%. Si le web ne représente que 5%
des ventes de la marque, il vaut mieux d'abord déployer une tablette vendeur parce qu'on va gagner plus de cash et après on va déployer donc on déploiera l'OMS derrière la tablette vendeur parce qu'on va encore générer encore plus de cash et après on ira attaquer derrière le ship from store sur un site e-commerce. Donc on est obligé de passer par une analyse de qu'est-ce qu'attend le client de ces fonctionnalités-là et quel cash il va en retirer. Mais généralement, ils comprennent extrêmement bien. Mais on essaie de les accompagner en disant, voilà, nous, ce qu'on pense, c'est que vous devriez faire comme ci, comme ça. Voilà. Okay. Et du coup, on a touché du doigt un peu le sujet suivant, qui est celui de bien choisir sa stack techno. Ça va être quoi les critères de priorisation, ou en tout cas de choix pour des marques? Alors déjà, c'est un mot important qu'il ne faut pas sous-estimer, il faut prendre le temps de bien choisir parce que une fois qu'on a choisi une techno, qu'on est dessus, c'est vrai que les projets de migration, ils sont coûteux, ils sont longs, voilà. Donc, vaut mieux pas se tromper et repartir, encore une fois, des attentes clients. Nous, c'est vraiment la méthode sur laquelle on insiste beaucoup et c'est de ces attentes clients qu'on va aller construire des cahiers des charges plutôt fonctionnels, des cahiers des charges techniques, évidemment, avec deux grands aspects qu'il faut aller investiguer. C'est la couverture fonctionnelle des solutions et ce qu'elle va me permettre de répondre à 90% de mes besoins. Et puis sa capacité d'interconnexion avec le SI existant, notamment le SI client, bien sûr. Ça, c'est super important et c'est la clé, bien sûr, de ces projets. Donc, de répondre à ces deux questions. Et après, ce sur quoi on insiste beaucoup, c'est nos clients. En général, ils ont un projet en tête, donc ils choisissent une solution parce qu'ils ont envie de faire ça. Ok, super bien. Nous, on insiste beaucoup sur le fait de se poser parce que, ok, vous voulez faire ce projet dans 6 mois, dans 1 an, c'est super. Mais c'est quoi le projet dans 3 ans? C'est quoi le projet dans 5 ans? Je donne l'exemple d'une marque de luxe qu'on accompagne en ce moment, qui travaille sur son site e-commerce, qui a besoin de trouver une nouvelle solution, un nouveau CMS. Ok, c'est un besoin immédiat parce que concrètement aujourd'hui les performances sont très mauvaises, donc on va aller vite. Mais cette marque, elle se pose la question dans 5 ans, dans 10 ans, de peut-être devenir une marketplace. Et ça, c'est un point hyper important à intégrer au cahier des charges. Peut-être que ça n'arrivera jamais, peut-être que ce n'est que dans 5 ans, mais c'est important de choisir une solution qui va permettre d'aller dans cette direction. Donc les besoins d'aujourd'hui, les besoins de demain, et une notion, un petit peu conseil, mais comment est-ce qu'on conçoit by design la scalabilité? Donc dès le début, dès la construction, on pense scalable. On ne va pas choisir des solutions qui vont vivre 2 ans et après il faut tout refaire. Et du coup, c'est à ce niveau-là que BigCommerce a des choses intéressantes à jouer, Vincent? Tout à fait. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites et c'est vrai qu'on a parlé de omnicommerce, donc là on va refaire un petit îlot e-commerce, mais Jérémy et Emmanuel ont dit pas mal de keywords pour faire un anglicisme de mots-clés qui sont très intéressants et qui impactent en fait BigCommerce. Emmanuel, elle a parlé d'outils, la plateforme e-commerce est un outil. Et Jérémy a parlé de pont en fait entre les différents canaux et la compétition aussi entre les différents canaux. Tout ça, c'est des choses qui résonnent dans l'e-commerce puisque en fait, quand nous un dossier de replat de refonte, pour pas utiliser un anglicisme encore une fois, de refonte arrive sur notre bureau, c'est souvent quelque chose de très on va dire grandiloquent, de quelque chose d'important pour le retailer. Et finalement, on se rend compte que même si le mot omnicanal, il est très compris, au final, on parle BigCommerce, position éditeur, ne parle qu'à l'agence intégratrice qui va faire le projet et la direction e-commerce, peut-être le directeur digital, mais le DSI, mais finalement assez peu pour signer le contrat. Et donc, autant se faire que peu, le but est d'impliquer et de faire comprendre que la plateforme e-commerce est un outil qui s'inscrit en fait dans la réflexion totale du retailer. À ça, on ajoute le besoin du coup de cette plateforme d'être le plus moderne possible, la plus flexible possible, et surtout, maintenant, le grand enjeu, c'est qu'elle ne coûte moins cher pour permettre aux retailers de se concentrer sur des projets à forte valeur ajoutée. C'est là où justement on a vu beaucoup de plateformes arriver sous le nom SaaS, hébergées, sécurisées, maintenues, ne plus avoir à gérer toute sa partie applicative, qui permet du coup aux retailers en fait d'avoir un coût total de possession beaucoup moins important et de se concentrer sur des projets omnicanaux, sur des projets de gestion de contenu, sur des projets marketing, de façon beaucoup plus forte puisque la part de l'e-commerce dans le budget de la direction financière est moins importante. Voilà, ces 3 socles mis bout à bout font que il est important pour BigCommerce de
s'intégrer ou essayer au maximum d'avoir cette partie un peu consultative. Si un dossier de refonte arrive, pour essayer justement que l'e-commerce n'est pas fait qu'à sa tête sur une refonte et impliquer en fait toutes les parties prenantes du retailer, digital, omnicanal, retail, les boutiques, les vendeurs, etc., etc. Donc tu as une refonte qui va être coordonnée au final par une agence et qui va... Une agence très e-commerce du coup. Ouais, une agence e-commerce. Très souvent. Et sur laquelle, du coup, il va y avoir une coordination qui va être faite entre BigCommerce et l'ensemble des services et des solutions qui vont venir se brancher dessus. C'est l'objectif. Mais on a encore des cas où c'est pas le cas. Maturité, c'est ce que j'ai demandé pourquoi. Conseil, il y a plein de sujets qui font que il faut qu'on refonde. Souvent le mot en plus, il faut qu'on refonde notre plateforme, notre PrestaShop. T'as cité le mot PrestaShop ou Magento. C'est un grand projet phare de la direction, mais finalement les tenants et aboutissants. Là où position éditeur encore une fois on intervient, c'est qu'il faut qu'ils comprennent bien que oui c'est cool ce projet, mais il faut qu'ils s'impliquent en fait dans une stratégie globale de l'entreprise. C'est le Saint Graal. Merci Vincent. Du coup là, au final, si on a vraiment au final cadré l'ensemble de ce projet-là, si on a choisi les bonnes solutions technologiques, si on a tous ces éléments-là qui s'alignent, on va pouvoir se lancer avec les différentes étapes de la roadmap que Jérémy et Emmanuel vous aviez évoquées. Au niveau du lancement, il y a un point clé dont on avait discuté auparavant et qu'on avait voulu mettre en avant, c'était celui de l'alignement extrêmement proche avec les équipes de vente. Est-ce que vous voulez revenir dessus un peu, même si on a déjà un peu parlé, mais peut-être de manière plus précise? Pour le lancement, j'entends. Oui, effectivement. Nous, typiquement, je vais revenir parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, mais juste un exemple d'un client qu'on accompagne très souvent, un gros retailer dans l'univers de la beauté qui a donc des beauty advisors en magasin qui sont du coup la force de vente est un élément indispensable de la stratégie. Et quand on a retravaillé pour eux leur application de clienteling, la méthode de travail qu'on a utilisée, c'est de mettre dans une salle une demi-journée des consultants, des UX UI designers et des beauty advisors pour passer une demi-journée à concevoir la nouvelle interface clienteling. Donc concrètement la penser, qu'est-ce qu'elle doit faire, qu'est-ce qu'elle ne doit pas faire, et la designer. Donc on est ressorti de cette demi-journée avec des maquettes déjà réalisées, validées par les beauty advisors pour pouvoir avancer très rapidement sur une base qui correspond totalement aux besoins du terrain. Et je reviens sur ce que Jérémy mentionnait, avec quelque chose qui va être la formation, c'est important et ça aura toujours lieu, mais c'est important aussi d'avoir des plateformes, des solutions qui parlent d'elles-mêmes, où effectivement j'ai pas besoin d'avoir un guide super long, et l'UX a été super bien pensé pour que mes personnels en magasin soient hyper à l'aise sur les différentes solutions. Merci. On peut passer à notre conseil numéro 9 du coup, qui est celui de définir des quick wins et des objectifs atteignables rapidement. L'idée là, je pense, c'est d'essayer d'y aller encore une fois étape par étape, c'est ça. Et comment est-ce qu'on s'y prend à ce niveau-là, et quel bon conseil vous avez à nous apporter? Moi, c'est vraiment le conseil de ne pas se noyer dans des très gros projets. Par exemple, un replatforming, c'est le projet à la mode et c'est super important de pouvoir passer sur les bonnes plateformes. Mais comment dans ce replatforming on va, ou comment dans le choix d'outils comme des OMS, est-ce qu'on va choisir les bons use cases et prioriser dans un premier temps des use cases générateurs de forte valeur ajoutée pour la marque qui vont être mis en place en quelques mois pour se dire qu'on a une cible, dans 6 mois, 1 an, on sera replatformé. Mais dès le début, on va mettre des premières actions en place qui auront un fort effet sur le chiffre pour montrer à l'entreprise, aux collaborateurs, au personnel réseau, qui a un impact très fort immédiatement. On peut plus aujourd'hui se retrouver dans des projets qui ont lieu au bout d'1 an, au bout de 3 ans. L'agilité, c'est un mot qui est un peu galvaudé, mais c'est super important. Il faut qu'on ait des résultats très vite pour aussi cette dimension de conduite du changement. C'est un élément de clé de succès. Côté BigCommerce, forcément, c'est essayer de pas s'enfoncer dans des go live qui vont durer 1 an, 2 ans, et d'essayer justement d'avoir cette flexibilité de plateforme pour être live extrêmement vite, le plus vite possible, afin que les équipes e-commerce et du coup
in fine, sur les différents scénarios omnicanaux, les équipes magasins puissent constater le choix technologique qui a été fait de façon positive au travers les KPI que tout le monde connaît, qui sont taux de conversion du site internet, augmentation du panier moyen, augmentation du CA, etc., etc. Et du côté de Soclose, ça se traduit comment ? Alors, moi, j'ai deux conseils pour vraiment synthétiser. Le premier, c'est que quand une marque choisit un éditeur, surtout si c'est des sujets qu'elle connaît moins bien, il y a un moment, c'est difficile, mais il faut lui faire confiance à cet éditeur. C'est l'une des raisons pour laquelle, notamment dans l'omnicanal, quand on choisit un éditeur, il vaut mieux choisir un éditeur qui a de l'expérience. Alors, vous allez me dire que je suis partial. Oui, évidemment, je suis partial. Mais au-delà d'être partial, on essaye d'identifier quels sont les facteurs clés de succès pour remporter nos appels d'offres. En gros, un éditeur aujourd'hui, quand il a déployé beaucoup de projets, il sait où il peut y avoir des écueils. Et donc, la difficulté parfois pour une marque, c'est de savoir écouter son éditeur. C'est pas toujours facile. Souvent parce que on va recruter des externes, on va recruter des cabinets de conseil, etc. qu'on paye. Et donc, il faut pas toujours considérer que l'éditeur n'est là que pour faire. Il faut parfois avoir cette humilité. C'est pas toujours facile. On l'a vu. Je pourrais donner un exemple. On a un de nos clients, historiquement, qui disait « Moi, je veux faire ce qu'on appelle l'Express Can Collect ». Donc, il est dans la mode. L'Express Can Collect, ça consiste à dire je vais prendre une commande, un click and collect. Elle va être préparée par le magasin qui a été choisi par le client. Et derrière, si le magasin n'a pas, alors il y a remboursement. On connaît la mode. On a 100 clients dans la mode. On leur a dit on pense que ça posera un problème parce que les niveaux de stock dans la mode ne sont pas assez fiables pour que vous allez avoir 15% ou 20% de réponses non. Ils n'ont pas voulu nous écouter. Alors, on peut toujours avoir tort, hein, c'est pas un problème, hein, on peut se tromper aussi. Hein. Ils nous ont pas écoutés, mais on était assez sûrs de notre coup. Ils ont eu les 15%, 20%. Et puis, ça a été un problème parce que pendant un moment, le mécontentement est monté. Et donc, ils nous ont demandé de rajouter dans notre OMS ce qu'on appelle un fallback qui fait que on peut renvoyer à l'entrepôt. Alors, on connaît bien ce qu'il faut faire dans ce genre de cas. Donc, premier conseil, c'est difficile, mais il faut quand même, quand une marque sélectionne un éditeur, il faut qu'elle puisse se dire je peux lui faire confiance dans ce qu'il me dit et je ne vais pas essayer de me dire que derrière chaque conseil, il y a un intérêt. Alors, c'est aussi le rôle de l'éditeur de pas trop en faire. Premier point. Ça, c'est le premier. Après, l'éditeur, il est là pour accompagner le client et lui dire alors, il faut faire ces ateliers-là, il faut faire attention au calcul de stock, il faut faire attention à l'attribution du chiffre, etc. Donc, le premier conseil, c'est surtout de trouver l'éditeur qui est capable d'accompagner. Premier point. Franchement, dans tout l'écosystème que nous, on voit autour de nous, alors je peux pas parler pour nos concurrents, mais même s'ils sont pas tous, il y en a des très bien aussi, hein. Nous, dans des partenaires qu'on voit, notamment au niveau e-commerce, nous, on voit que de la bonne, c'est bienveillant, quoi. Donc, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à convaincre tous ensemble des clients de pouvoir faire plus confiance des éditeurs. Premier point. Le deuxième point qui me semble complètement clé, et je pense que ça existe aussi sur les solutions e-commerce, et j'ai assisté à une soutenance il y a 2 jours en ce sens. Souvent, il y a des clients qui veulent faire des trucs trop compliqués. L'archi est trop compliqué et c'est l'OMS qui va piloter le PSP. Oui, mais la solution e-commerce se fait déjà très bien. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'ai déjà vu que le PSP... Voilà, donc c'est faire le plus simple possible, lotir éventuellement quelques améliorations. Et donc, mon deuxième conseil, c'est de dire le mieux est l'ennemi du bien. Voilà, parfois, il faut faire des choses qui sont très simples. On n'a pas besoin d'avoir... Alors, souvent, on entend « Oui, mais moi, j'ai pas les stocks en temps réel. » C'est pas grave. On peut déjà faire des choses très bien. C'est mieux s'ils le sont. On peut l'aider à le faire, mais voilà. Donc, souvent, il y a des clients qui s'empêchent de faire des choses parce que tout n'est pas parfait, ou d'autres essaient de faire des usines nucléaires qui font que c'est coûteux en projet, c'est pénible pour l'IT, c'est pénible pour le prestataire. Et il vaut mieux partir sur un lot 1 qui est déjà très acceptable. Alors, à l'éditeur d'expliquer ce qui est acceptable. Voilà, c'est les 2 grands conseils. Je vais faire une petite spéciale dédicace. C'est là où je prêche un peu pour ma paroisse, mais la paroisse partenariat, c'est là où tous les partenariats font le sens de pouvoir avoir des canaux de communication entre partenaires extrêmement rapides. Donc une petite dédicace à Agnès, qui est la responsable partenariat de Soclose, qui est dans la salle. Nous dire un mot, Agnès. Dans la salle là, mais si vous l'écoutez le podcast sur Spotify. Exactement, pour répondre, en fait faire écho à ce que vient de dire Jérémy sur je suis en soutenance avec une solution e-commerce et pouvoir justement s'accorder sur des discours en disant non mais là ça, vous allez trop loin, ça n'a pas d'utilité fonctionnelle, et c'est là où le partenariat du coup a tout son sens de pouvoir justement se synchroniser, se coordonner idéalement avec Velvet aussi, hein, mais sur finalement le besoin et le cadrage auprès du retailer
Et quand il a l'éditeur, la partie conseil, l'intégrateur qui disent la même chose, généralement le poids il est quand même intéressant pour le retailer de dire ok bon là ils sont tous d'accord, j'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre. Et on peut en venir du coup à notre dernière étape et 10e conseil, qui est celui de partager les succès et les expériences qu'on a menées en interne. Tu veux commencer, Emmanuel ? Oui, on est vraiment sur la fin du projet, mais le début de la vie finalement. Donc toujours le même conseil de se dire le projet est fini et il va y avoir de nouveaux projets qui vont prendre beaucoup de bandes passantes, mais attention, c'est le moment clé. C'est là où on va commencer à faire vivre la solution, générer ses résultats. Donc il faut toute l'attention de l'entreprise à ce moment-là aussi. Et ce qu'on voit beaucoup, alors il y a vraiment un shift de mentalité, je trouve, qui était plutôt côté start-up et qui est en train de passer beaucoup plus dans les grosses entreprises, de se dire comment est-ce que je vais mettre en place peut-être des squads qui vont bosser sur tous ces use cases, sur toutes ces solutions, sur tous ces moments du parcours client pour aller les travailler en permanence, les optimiser de manière continue et communiquer aussi sur toutes ces améliorations qu'on fait au fur et à mesure du temps, toutes les semaines, qui vont améliorer le taux de conversion, qui vont améliorer le trafic, qui vont améliorer tous les indicateurs qu'on pilote au quotidien, et se dire que voilà, c'est pas parce qu'on a mis en place l'OMS que le projet est fini. Au contraire, ces résultats, ils vont porter leurs fruits pendant 1 an, 2 ans, 10 ans, et les choses vont continuer à bouger, et il faut parler de ça. Merci beaucoup. Et pour finir, moi, ce que j'aime bien, c'est essayer de demander, pas forcément dans l'axe de ce qu'on a discuté, mais peut-être de façon plus générale, en tout cas, vous faites comme vous voulez. Quel est votre big conseil en matière de e-commerce, cette fois un peu plus spécifiquement ? Jérémy, tu veux ouvrir le bal ? Je dois répondre sur l'e-commerce ? Si tu veux, sinon, alors, toi libre. Réponds retail. Ouais. Non, mais je vais jouer le jeu. D'accord. Non, moi, il y a un truc qui me marque particulièrement en ce moment et que je trouve super intéressant et que tu as mentionné tout à l'heure, et c'est que on voit de plus en plus des solutions vraiment full SaaS poussées. Et je vais partager une petite expérience. Il se trouve que j'ai la chance d'être administrateur dans une très jolie entreprise. Dans laquelle il y a une filiale à l'intérieur de cette entreprise qui utilise une petite solution e-commerce. Et ils ont par an de dépenses 1,4 million. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est pas une solution qui est full SaaS, c'est une solution qui est plutôt hébergée chez eux, sur laquelle ils ont fait beaucoup de custom, etc. Et je me dis que quand on paye 1,4 million par an, ce 1,4 million, il y a un moment, il ne va pas autre part. C'est beaucoup. 1,4 million, c'est beaucoup. C'est énorme. Ouais, mais voilà. Et c'est une boîte qui fait aujourd'hui 11 millions d'euros de chiffre sur le web. Hein. Bon, donc ce que je vois moi sur l'e-commerce aujourd'hui, c'est que je trouve de plus en plus intéressant pour nos amis clients d'aller s'intéresser en fait à des solutions sur lesquelles il y a presque plus de TMA. Et en fait, la TMA est devenue ça a été un vrai problème chez nos clients. La TMA, je me souviens en fait d'un certain nombre de clients qui disaient mais je m'arrache les cheveux avec mon intégrateur parce qu'en fait, il n'a pas de ressources. Bah oui, il n'y a pas de ressources parce qu'en fait, les développeurs veulent pas faire de TMA. Les développeurs, ils se font attirer par des startups comme la nôtre, etc. Ils veulent plus aller faire du code, on va dire, qui est pas c'est pas hyper intéressant souvent pour des éditeurs. Donc ça crée des difficultés de recrutement pour les intégrateurs, ça crée des difficultés pour les enseignes, et on voit quand même émerger des solutions. En plus, ça nous crée des problèmes aussi de notre côté. Donc il y a quand même un truc qui s'est ouvert, qui a l'air de quand même d'être extrêmement marquant, c'est de passer par des solutions qui sont de plus en plus, mais vraiment full SaaS, c'est-à-dire pas avec une instance par client, qui fait que moi enseigne, j'arrête de me prendre la tête avec ma TMA, mon intégrateur. Bon, il y a toujours un petit peu de TMA, mais 2-3 jours, ça n'a rien à voir avec payer 1,4 million par an. Je préserve mes ressources, et effectivement, les équipes IT et les équipes e-commerce de la plupart de nos clients, c'est pas des équipes de 35 personnes. Hein. Donc donc ça, c'est une révolution pour nous qui ne dit pas son nom en ce moment. Voilà. Donc sur la partie e-commerce, moi, si j'étais une enseigne, j'irais m'intéresser à ce sujet de très près. Voilà. Après, je pense que sur le nickel, je pense que j'ai dit déjà pas mal de choses et je ne suis pas égocentrique. Merci Jérémy. Emmanuel, tu veux prendre la suite avec ton big conseil ? Ouais, alors moi, mon big conseil, il est super clair, c'est penser aux clients avant tout et à toutes les étapes, avant, pendant, après.
Et quand j'y pensais au client, je pense bien sûr au client final, je pense aussi au client interne, donc le collaborateur, qui est beaucoup trop souvent oublié. Donc y penser et se fixer des KPI. On parlait de la vision qu'on construit au début. Il y a une vision business, une vision entreprise, des KPI là-dessus, c'est évident. Il y a aussi des KPI clients qu'il faut mettre en place et piloter. Je pense à des choses très simples, le taux de SAT, le NPS, le brand effort score. Est-ce que mon client a une expérience la plus simple et fluide possible? Et des KPI collaborateurs également, pas juste sur le bien-être au travail, on en parlait tout à l'heure, mais vraiment sur finalement quelle est leur satisfaction par rapport aux outils, leur taux d'usage, d'adoption des outils, le suivre et l'améliorer en permanence. Pensez client. Merci. Vincent, je te laisse le mot de la fin. Écoutez le podcast. Il est plein de bons avis. Non, forcément, ce que Jérémy a dit, on s'y inscrit totalement. D'ailleurs, c'est la raison d'être de BigCommerce, d'être SaaS, mais en ayant justement cette ouverture nécessaire pour venir y faire coller les besoins de nos chers amis retailers sur que ça soit l'e-commerce ou des solutions du coup qui vont dans l'omnicanalité. Ouais, donc on le dit souvent, mais de choisir un outil qui est la plateforme e-commerce qui n'est pas bloquant pour des projets N+1, N+2, N+5, +10 et de pas dans 3 ans se dire allez, je repars dans un replatforming ou dans 5 ans. Ça serait mon conseil final. Merci beaucoup. Je vais reprendre, si vous voulez, juste la liste des 10 conseils pour l'audience, à la fois ceux qui sont présents aujourd'hui et puis pour ceux qui nous écouteront après. On fera une interro la semaine prochaine. Ouais, on fera une interro, exactement. BigCommerce fait une interro. On envoie des mails de suivi après. Donc, le premier, c'était identifier le besoin omnicanal. Le deuxième, c'était cadrer l'ambition de la marque. Le troisième, c'était comprendre les attentes de vos clients. Le quatrième, définir l'organisation interne pour piloter le projet avant, mais aussi après le déploiement. Ensuite, on a accompagné le changement au plus proche. En 6, définir une roadmap omnicanal à long terme. En 7, choisir un écosystème et des solutions qui sont scalables dès le début, que ce soit côté CMS, OMS, etc. En 8, on a l'alignement des équipes de vente pour le lancement. En 9, la définition des quick wins et des objectifs atteignables rapidement. Et en 10, le partage des succès et des expériences en interne pour apprendre, communiquer et adapter. Je pense qu'une fois qu'on a couvert tout ça, on est pas mal lotis normalement. C'est ça ? On est pas mal. Super. Merci à tous d'avoir été là pour ceux qui sont présents. Merci aux auditeurs qui nous écouteront après. Et à très bientôt. Merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de laisser 5 étoiles au podcast. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode.